Salut, c'est Mike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je le répète assez souvent, le métier de développeur est un super métier. On construit des choses par nous-mêmes, on a l'impression d'être des artisans. Les projets sont excitants quand ils démarrent, on utilise les dernières technologies, on relève des défis et on voit le résultat concret de notre travail. On voit de vrais utilisateurs utiliser nos outils, nos applications, tout ce qu'on a développé. N'est-ce pas un métier magnifique? Et bien ça, c'est la théorie sur le métier de développeur. La réalité, c'est que c'est pas toujours tout rose et autant on peut faire de magnifiques projets, mais il arrive parfois que la réalité du métier soit un petit peu différente. Et avec mes plus de 15 années d'expérience dans le métier, je vais te présenter 5 choses que l'on ne te dit pas sur le métier de développeur. 5 choses qui viennent d'expériences concrètes sur le terrain, du vécu. 5 choses qui peuvent peut-être t'arriver ou qui te sont peut-être déjà arrivées et qui peuvent peut-être te faire regretter ce métier de développeur. La première chose qu'on ne dit pas sur le métier de développeur qui peut t'arriver, c'est de travailler sur un vieux bousin. Tu démarres ta carrière de développeur, super, tu t'es formé JavaScript, du Node, peut-être que tu as appris React, GraphQL, etc. Tu fais du Next, du serverless, du je sais pas quoi. Tu frissonnes à l'idée de démarrer ta prochaine mission. Et là, c'est la douche froide. Tu te retrouves à travailler sur un vieux bousin. Un projet qui date d'il y a 10 ans avec du code obscur sans documentation. Eh bien, c'est une chose qui m'est déjà arrivée et qui est arrivée malheureusement à pas mal de développeurs probablement. Moi, je te raconte une petite histoire. 2008, je me lance, développeur Java. J'apprends Java, J2E, Spring, Hibernate, JPA, machin, j'apprends l'injection de dépendance, j'apprends la programmation orientée objet, l'AOP, programmation orientée aspect, je découvre GWT, l'injection de dépendance, etc., etc. Je suis chaud bouillant, chaud patate, comme peut-être beaucoup d'entre vous là qui démarraient et qui ont la dalle. Eh bien, je me retrouve à migrer une application C++ 16 bits vers 32 bits. Un truc écrit en 1999 pour gérer des DAB, distributeurs de billets. Un dur moment de ma carrière. Allez, autre chose aussi qu'on ne dit pas, ce qui va t'arriver, ce qu'on ne dit pas sur le métier de développeur, c'est de résoudre tous les problèmes de Git. Tu connais, merger, résoudre les conflits, etc. Les problèmes de Git. Alors, tu bosses peut-être déjà sur tes propres projets, tranquillou, tu as ton repo GitHub, tout se passe bien et tu penses que le métier de développeur, eh bien, ça va être comme ça va être fluide. Tu vas coder, tu vas développer, tu vas committer, tu vas pusher, tu vas merger, tout ce qu'il y a de plus pépère. Eh bien, tu dois savoir que sur certaines missions, ça peut ne pas être comme ça. Tu peux avoir des sueurs froides à passer ton temps à gérer des conflits, à merger des conflits, etc. Parfois, ça peut devenir un enfer, ça peut vraiment devenir une galère. Si tu ne maîtrises pas Git, ça peut être un vrai problème. Ou deux, si un ou plusieurs membres de ton équipe ne maîtrisent pas Git correctement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Petite anecdote, j'avais déjà travaillé avec des gens qui ne maîtrisaient pas Git. Je travaillais avec un collègue là qui ne maîtrisait pas trop Git. Bon, il était dans une boîte externe, on avait un projet en commun. Et le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à pusher. Il n'arrivait pas à pusher parce que en fait, il n'était pas souvent à jour sur sa branche. Il n'était pas à jour. Et forcément, comme il n'arrivait pas à pusher le code, envoyer le code sur le serveur, comme ça ne fonctionnait pas, il était rejeté, eh bien il allait voir la documentation et il s'est rendu compte qu'il y avait une option très utile qui s'appelait -force. Donc il forçait les pushes sur la branche, la master d'ailleurs, je crois, de mémoire à l'époque. Et nous, comme des cons, on ne captait pas puisqu'on développait des choses. Et puis après, c'était déployé et on se disait, mais c'est bizarre. Tout ce qu'on a fait là, cette feature n'est pas disponible. Et oui, forcément, si tu connais -force, tu sais que tu t'écrases en fait le code et tu perds du code tout simplement. Donc bref, c'est des choses qui peuvent arriver. On ne t'en parle pas souvent, mais ça peut être quelque chose qui peut te donner des sueurs froides. Troisième chose qu'on ne dit pas sur le métier de développeur, et ça, celle-là, je te la souhaite pas. Je ne te souhaite pas d'avoir eu ça. Alors imagine-toi, tu es en train de coder, tranquillou, normal, tu es développeur, tu es en train de bosser. Tu bosses sur ta magnifique base de données.
MySQL, MariaDB, Oracle, Postgres, ce que tu veux, hein, ta base de données. Et forcément, quand tu es en train de préparer un petit peu ton modèle de données ou ton code, tes entités, etc., forcément, tu as créé des tables, supprimer des tables, faire des petites manipulations, des drop tables, parfois drop database, etc. Et normal, tu es en phase de dev et là, tu comprends pas, tu sais, tu es en train de coder et tout. Puis tu commences à avoir un email qui arrive, puis un second email, un troisième email. Puis tu vois ton chef qui on l'appelle et puis d'un seul coup c'est ton téléphone qui sonne, tout le monde s'excite, tu réponds et là tu entends parler d'incident de production. Tu dis mais non mais ça doit pas être chez moi, tu comprends pas trop. Jusqu'à ce que tu captes que tu es en train de bousiller la base de production. Donc ça, c'est des choses qui me sont arrivées. Moi, c'est des choses ça m'est déjà arrivé et c'est des choses qui sont peut-être déjà arrivées à d'autres développeurs et qui peuvent aussi t'arriver. Bon, en règle générale, normalement, si c'est bien géré, on ne donne pas les droits déjà d'accès aux données de production, ça c'est un premier truc. Normalement, encore moins en écriture. Et bon, dans mon cas, j'avais les droits. En plus, en écriture, c'est la vie, c'est comme ça. Et heureusement, quand même, il y a une politique de backup et ils ont pu restaurer. Et je crois qu'en plus, c'était une histoire de contrainte sur une table. Donc finalement, c'était pas trop chaud. Mais quand même, je peux te dire que quand ça arrive, en plus c'était une application de référentiel de cours boursiers qui demande quand même un peu de la haute disponibilité en phase de journée, ça fait un petit peu flipper. Bref, allez, quatrième chose qu'on ne te dit pas, qu'on ne dit pas au métier, sur le métier de développeur, hein, c'est une sensation horrible d'être coincé et de n'avoir aucune aide, aucune porte de sortie. On te pose ici, démerde-toi. Et t'es keblo, t'as envie de prendre ton sac à dos et partir le plus loin possible dans un autre pays tellement tu te sens keblo. Allez, je vais te raconter ça. Il est possible tout simplement que tu travailles sur des projets ou des outils surtout obscurs ou trop vieux. Alors ça rejoint un petit peu le premier point. Quand tu travailles sur des projets un petit peu old school, eh bien tu peux être amené à travailler sur d'obscures librairies peu connues et dont il n'y a pas beaucoup de documentation sur le net. Et aussi sur Stack Overflow, etc. T'as pas grand chose et encore moins maintenant ChatGPT. Eh bien c'est possible que tu aies à travailler sur ce type de projet et on te demande, tiens voilà, on a ce problème là, faut résoudre ou faut corriger ou faut faire une modification, etc. etc. Et là, tu as touché du code que personne ne connaît depuis plus de 10 ans et tu te retrouves un petit peu bloqué. Alors, tu peux toujours essayer de poser la question sur Stack Overflow si tu as le grade suffisant. Il y a des chances qu'il n'y ait pas grand monde qui te réponde, encore moins ChatGPT, encore moins. Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler comme ça sur une application assez ancienne, un espèce de bousin qui transformait du XML avec des parseurs XSLT avec une librairie pas trop connue et voilà, et on avait des problèmes et c'était assez compliqué à résoudre et ça m'est arrivé en fait d'être là et de vraiment me sentir bloqué, pas personne à qui demander et machin, il faut trouver une solution et en fait tu as les managers, les chefs de projet, les gens qui disent alors Jackie là, il est pas très doué celui-là, hein, dis donc, il connaît rien, hein, c'est pas un bon développeur celui-là, hein. Enfin c'est pas dit comme ça, mais tu as une sensation d'impuissance, tu as l'impression d'être un mauvais développeur, alors qu'en fait tu peux pas grand chose, et bon il faut persévérer et il faut trouver une solution. Dans le cas présent j'ai trouvé une solution, mais c'était waouh, ça arrive, voilà, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent t'arriver, et toi tu es peut-être développeur sur une techno, et puis malheureusement tu te mets à travailler sur d'autres projets et tu es là parce qu'à un moment tu es là, hein, c'est la vie et puis c'est compliqué. Voilà, allez, cinquième chose et dernière chose qu'on ne dit pas souvent sur le métier de développeur, c'est que tu te formes. Souvent on a cette vision assez scolaire, hein, c'est la vision très je suis à l'école, j'ai mon bac, j'ai mon BTS, mon DUT, mon bac plus 5, ça y est, c'est bon, c'est fait, je suis ingénieur je sais pas quoi et c'est réglé. Le métier de dev, c'est pas ça. Le métier de dev, tu es formé à un moment, tu commences à être à l'aise sur une technologie, un langage, un framework, etc. Et hop, enfin je veux dire, ça y est, tu t'es formé à ça, tu es à peine à l'aise, tu as fait quelques missions et déjà on t'apprend que ton framework, à la mode, là, il y a quelques temps, il est déjà obsolète, il est déjà dépassé, il y a déjà beaucoup de choses qui arrivent et toi tu es là, tu t'es à peine entendu passer les choses et tu te rends compte que, eh bien, tu te sens déjà obsolète ou dépassé, hein, et c'est vraiment quelque chose de difficile parce que plus globalement c'est une sensation comme ça de course perpétuelle pour être à jour.
Et attention, parce que si tu es trop en avance, tu apprends pour rien. Combien de fois on a vu des librairies JavaScript tendance à la mode, des frameworks hype qu'à un moment ils sont à la mode et deux années plus tard on n'en entend plus parler ou ça baisse de mode, bah, ça arrive. Et donc si ça c'est si tu es trop en avance, et si tu es trop en retard, eh bien tu es has-been, tu peux rater le train. Je veux dire, moi j'ai fait du Java pendant longtemps, il est un petit peu méprisé JavaScript. Pour moi JavaScript c'était un petit peu foireux. Parce que en vrai, c'est un langage foireux de base, et pendant longtemps, je suis resté sur cette image de langage foireux, avant de voir en fait toutes les librairies, les frameworks qui sont arrivés, l'évolution de JS, Node, machin, tout ça. Et un jour, je me suis bien rendu compte que JavaScript, c'était plus que le petit script à papa que tu mettais sur un WordPress, ou sur un script, sur un truc en PHP, ou même dans du Java. C'était quelque chose quand même, ça prenait de plus en plus de place, et puis à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et moi, j'ai migré il y a maintenant, je crois que c'était en 2016, ça fait maintenant peut-être 8 ans déjà que je suis full JS. Voilà. Donc oui, c'est un métier en perpétuelle évolution et tu peux jamais te reposer sur tes acquis. Alors, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir de l'expérience, forcément, eh bien, ça va être de plus en plus simple de s'adapter, mais quand même, tu auras toujours cette sensation qu'il faut toujours être à la page. Alors voilà pour les choses qu'on ne te dit pas forcément sur le métier de développeur. Alors le but, attention, c'est pas de te décourager, mais de te faire prendre conscience que c'est tout à fait normal d'avoir des phases plus difficiles avant d'avoir le super projet. J'ai l'exemple de quelqu'un dans le bootcamp React Mastery, le bootcamp pour devenir développeur front-end React. La première personne, si elle regarde cette vidéo, je lui passe le bonjour. Elle avait le badge numéro 1 comme dans la série sur Netflix. Là, j'ai oublié le nom de la série, là où il y a un concours, là, le truc en Corée, là. Bref, merde, j'aime pas perdre le truc comme ça, on s'en fout. Bref, elle avait le numéro 1, donc c'était la première. Elle a trouvé un job, CDI et tout, bravo, tu vois, machin. Bah, ça n'a pas commencé par du React, ça a commencé par un truc. D'ailleurs, je crois que c'était en XML, machin, je sais pas quoi, avant de, enfin voilà, ce qui compte c'est démarrer sa carrière, mais comme quoi, voilà. Alors il y a une belle métaphore d'une autrice dans le livre d'Elisabeth Guibert, hein, qui s'appelle Comme par magie, un livre assez intéressant qui parle de créativité. C'est un livre pour les créatifs, c'est intéressant, si tu es quelqu'un de créatif, c'est un livre que tu peux lire. C'est la personne qui a écrit le livre Mange Priem, qui s'est passé à Ubud, à Bali, etc. Et dans ce livre, elle a un concept intéressant qu'elle appelle la tartine de merde. La tartine de merde, eh bien, c'est les parties les moins agréables d'une activité créatrice. Et oui, tu peux pas avoir que les choses intéressantes. Eh bien, le métier de développeur est aussi un métier qui comporte en fait tout un tas de tartines de merde, si c'est pas parfois des baguettes entières de merde. Bref, excuse-moi pour la métaphore. Enfin bref, n'hésite pas à partager en commentaire si toi tu as eu certaines anecdotes ou des galères, je sais que tu en as eu. N'hésite pas bien sûr à t'abonner, mettre le petit pouce, tu connais la musique. Et si tu veux aller plus loin, petit kit du développeur à succès dans la description. Et si tu veux savoir ce que je ferais si je devais commencer de zéro en 2024 avec l'intelligence artificielle, eh bien je t'ai fait une vidéo sur le sujet, tu pourras la retrouver ici. Ciao!